Yes, salut tout le monde, bienvenue sur le trio économique. Juste vous mettre à jour un peu sur le développement du podcast. On est des gars de croissance, des gars d'économie. S'il n'y a pas de croissance, il y aura pas de podcast parce que on ne vit que de croissance en économie. On n'est pas des communistes ici, c'est sacrifice. Non, la game, on est rendu à peu près à 1300 auditeurs. Fait que merci beaucoup ceux-là qui nous supportent. Ça mixe autant YouTube que Spotify et Apple Podcasts. Évidemment, il y a d'autres petites plateformes, là, mais je viens de nommer les 3 grosses plateformes où est-ce que vous les écoutez. Puis le Patreon, évidemment, ça, c'est nos de vrais supporters. C'est la raison pourquoi eux autres, ils l'ont en temps réel. Merci de nous aider. Le podcast le plus populaire présentement, c'est vraiment le Q&A qu'on a fait le 15e épisode. Fait qu'on est déjà en train de penser à en préparer un autre. Je pense que ça a vraiment fonctionné de votre côté. Ça semble avoir été apprécié. Ou peut-être c'est juste que vous l'écoutiez tous pour trouver votre question si on y avait répondu. Puis comme d'habitude, probablement qu'on y a même pas répondu, mais c'est pas grave. L'épisode a été quand même assez apprécié. Donc c'est ça. Fait qu'on va décoller avec notre sujet principal maintenant ou dans 45 minutes. Ça dépend si Vincent pète de quoi dans son bureau qui est carrément bordélique dans son université de calibre international. Fait que je sais pas, comment s'est passé ton déménagement? C'est quoi qui a été le plus chiant? Les boîtes ou ben non, les avocats? Faire la frontière avec un bébé de 2 ans. Ah, OK. Faire la route avec un 2 ans, là, j'en fais plus ça de ma vie. Ah, ça a été tough pour le kid? Ah, il a pas aimé ça du tout. Là. Le petit a trouvé ça très, très long, le 9 heures de route jusqu'en Virginie. Là. Non, j'en fais plus ça qu'un enfant. Fait que c'est quoi, tu te mets dans ça ta bagage la prochaine fois? Ou... Non, je vais charger plus d'épisodes qu'il peut écouter sur l'iPad. OK. C'est juste ça. Good. Puis, fait que là, t'es rendu dans ton université. Veux-tu nous en parler un peu ou tu t'es installé depuis combien de jours? Là? Oh, pas une semaine, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est une université. Ben, quand même, c'est pas rien. Là. Ben, je sais pas quoi dire, c'est pour ça. Pour une fois tes trappes de ventilation, ils sont bien installées. Ça va. Oui, ma trappe de ventilation va très, très bien. C'était ça pour ceux qui. Ça, c'est notre deuxième essai, là, pour les auditeurs qui se demandent pourquoi on parle de ça. J'avais. J'ai une liste d'air climatisé qui est placée au plancher. Et par accident, quand j'ai placé mes boîtes, il y avait trop de boîtes sur la prise d'air climatisé. Et la prise un petit peu renfoncée. Avec pas assez de livres dedans, probablement. Non, c'est ça. Elle n'était pas habituée à avoir autant de livres. Non, c'est juste parce que les gens qui nous écoutent, sûrement qui s'imaginent, les profs d'université, tu imagines, ça va être un super grand bureau avec des bancs en cuir, toute la grosse patente. Là, finalement, ben là, vous voyez un peu en arrière à quoi ça. Moi, je le savais que c'était comme ça, là, mais là, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Ils l'ont mis dans un garde-robe quelque part. En fait, je pense que c'est le même bureau qu'ils ont donné à Claire Sanson à l'Assemblée nationale. Dans la cave à côté. Ah, OK. Ben écoute, je suis pas mal sûr que je suis mieux traité qu'elle. Ouais. C'est les images que les gens ont des bureaux de professeurs, c'est généralement ceux qui viennent dans les films pour une université Ivy League, donc les top 5, disons, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Brown. C'est tout. Généralement, les universités offrent pour leurs professeurs des bureaux qui sont décents, mais il y a quand même des limites sur le campus, là, physiquement. Donc, le département d'économie à Mason est dans une vieille chapelle qui a été convertie. Et les bureaux sont, pour pas mal tout le monde, relativement petits, tout simplement parce qu'il y a une contrainte d'espace. Mais c'est sûr que pour moi, ils sont petits en vertu du fait que j'ai tellement de livres. Techniquement, j'ai un grand bureau pour relativement à mes collègues. C'est juste, j'ai trop de livres. Il y a des boîtes et des boîtes de livres qui s'accumulent. Donc, c'est un mix de collection un peu, puis d'intérêt, ton affaire. Je veux dire, c'est pas tous des livres que tu vas relire ou des choses comme ça. Puis je pense que même tu as des items de collection un peu au travers. Il y a quelques items de collection, mais il y a aussi le fait que les gens qui pensent que des livres, c'est uniquement là pour qu'on les lise, ne comprennent pas exactement c'est quoi qu'un prof fait. L'idée d'un livre, c'est plus pour moi d'avoir une carte dans ma tête de tous les sujets que je veux faire de la recherche dessus. Je le sais où trouver l'information.
C'est plus ça qui est important. Pour ne pas aller à la librairie, pas aller à la bibliothèque, pas acheter ci, pas louer ceci. J'ai les livres, mes références, je sais où les trouver. Donc, j'ai accès tout le temps aux recherches que j'ai envie de faire. Donc, le but d'avoir des livres, ce n'est pas tant pour les lire cover to cover que d'essayer de comprendre. C'est des références. C'est des références. C'est pour que tu aies accès rapidement à l'information. C'est pas ça le but d'une bibliothèque d'un prof. Le but d'une bibliothèque d'un prof, c'est ce que je viens de décrire, pas de les lire. Ben, tu dois les lire. Ça sert aussi accessoirement à impressionner les étudiants qui viennent dans ton bureau. Là. Ça, il faut quand même l'avouer. Là. Moi, mais mon but, c'est qu'il n'y ait pas d'étudiants dans mon bureau. Bon point. Et quand on faisait les lives, là, Vincent, dans lesquels tu t'introduis souvent dans le chat, tu disais que tu voulais qu'on parle des télécoms, en fait, des compagnies de télécommunications puis de la situation des télécoms au Canada parce que, je me souviens plus, je pense que c'est le NPD là, qui disait qu'il voulait comme obliger les compagnies de télécoms à proposer des forfaits moins chers par de la règlement. En fait, je ne sais pas trop comment ils veulent faire ça, je n'ai pas trop compris. Là. Je sais que les conservateurs sont là-dessus aussi. Puis bref, tu as suggéré qu'on fasse en tout cas au moins une partie de segments là-dessus parce que tu semblais quand même avoir une couple de choses à dire. Parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de ça, c'est un peu... En même temps, moi, je trouve que c'est très populiste là, de parler de ça parce que c'est clair, c'est vrai qu'au Canada, en tout cas, moi, tout le monde à qui je parle qui ont été ailleurs, surtout même en Europe, des forfaits, genre un téléphone mobile à 25 € par mois, puis illimité de download ou je sais pas quoi. Au Canada, ça n'existe pas, là, ce genre de forfait-là. Je sais pas, à moins que ton beau-frère travaille chez TELUS ou je sais pas quoi. Là, mais carrément, ça n'existe pas. Fait que ça devient comme un sujet un peu de prédilection pour les politiciens, un peu de surfer là-dessus, de dire nous autres, ça va coûter moins cher avec nous autres. Fait que je ne sais pas ce que tu voulais réagir là-dessus. Là. On peut commencer la discussion avec ce thème-là. Bien, il y a plusieurs éléments qui me tapent un peu sur les nerfs dans ces histoires-là. La première, c'est que les prix des forfaits téléphoniques depuis les dernières 5-6 ans n'arrêtent pas de tomber. Donc, les prix sont à la baisse. Donc, la direction est la bonne. Et non seulement ils sont à la baisse, mais quand tu compares avec les prix en général, le prix réel, le prix ajusté pour l'inflation, n'arrête pas de tomber. Donc, on va mettre ça de côté un peu. C'est la même chose d'ailleurs pour les services Internet, en passant. C'est pas juste les services de téléphonie. Pas mal la totalité des services de télécom là, que tu peux définir très largement. Tu peux même inclure, par exemple, la câblo-diffusion. Tu vas avoir la même tendance à la baisse des prix. Donner un exemple, là, le forfait que je viens de prendre, moi, pour la maison, qui est forfait Internet illimité, 1.5 gig de vitesse, c'est rendu 114$ par mois de base. Puis, il y a comme, je pense, 2 ans où est-ce qu'il y a un rabais qui s'applique qui fait que c'est 85$ par mois. Tu sais, c'est peut-être le genre de prix qu'on payait il y a quelques années, mais certainement pas illimité. Là. Je ne sais pas si vous en rappelez, là, pour avoir de l'illimité, c'était pour la qualité, c'est encore pas juste, pas uniquement le prix du service en tant que tel, qu'est-ce que le service inclut et la qualité de l'information que tu reçois, là, donc le service sur d'autres dimensions que juste la quantité que tu consommes. La tendance, c'est vraiment clair. Je regarde le graphique présentement là, que tu prends 2016 à 2020, inclusif des années. Tu vois que le prix, sans même ajouter pour l'inflation, a tombé de 20 cents. C'était juste pour l'inflation. C'est beaucoup plus que ça. On approche même de peut-être 25, 26, 27% de baisse de prix sur 5 ans. Donc, les prix sont clairement à la baisse au Canada. Et quand tu compares d'ailleurs avec d'autres pays, tu sais, par exemple, tu mentionnes, ça c'est peut-être mon deuxième, tu dis, en Europe, tu as accès à ça, c'est un peu moins cher. Mais par exemple, quand tu regardes tu compares avec les pays européens, la vitesse de téléchargement moyenne, le Canada est, je pense, 6e ou 7e quand tu compares. Et la plupart des pays d'Europe, le Danemark, le Luxembourg, l'Irlande, l'Estonie, la France, l'Autriche, ont des vitesses moyennes beaucoup plus basses. Donc, la qualité du service est clairement pas défaillante au Canada, même elle joue en faveur du Canada à toute fin pratique. Donc, je mettrais ça de côté
cette espèce d'argument-là. Le réseau, la qualité du service au Canada est beaucoup plus grande que ce qu'on réalise, donc on paye pour quelque chose de bonne qualité aussi. Ben, surtout vu la quantité de personnes qu'on est. Tu prends l'immensité. En fait, le Canada, c'est plus grand que l'Europe au grand complet. Et en Europe, il y a quoi? Il y a 500 millions de personnes environ. Au Canada, on est 34, 35. Oui, ben, il y a deux problèmes. C'est peut-être aussi la chose qui m'énerve le plus dans le débat. Non seulement le populisme est un peu énervant, mais il y a une solution très simple si tu veux que les prix baissent plus vite au Canada et qu'ils baissent à une vitesse incroyable. Laisse les firmes américaines rentrer sur le marché canadien parce qu'on a la loi sur les télécoms qui fait que tu peux voir plus qu'un certain pourcentage des actionnaires, pas des actionnaires, excuse-moi, du volume d'actions qui est détenu par des non-Canadiens. Donc, pas juste par des gens qui doivent être résidents et citoyens canadiens. Donc, c'est pas juste que tu es un Canadien aux États-Unis. Non. Il faut vraiment que des compagnies majoritairement américaines ne peuvent donc pas rentrer sur le marché canadien. Mais ce que ça fait, c'est que le marché canadien doit développer son propre réseau séparé. Il ne peut pas utiliser les infrastructures américaines à un très grand degré. Donc, tu n'as pas les mêmes économies d'échelle et tu as le défaut de la géographie du 35 millions de personnes sur un étendu quand même. Bon, tu dis que c'est plus gros que l'Europe, d'accord, mais la plus grande partie des Canadiens vivent le long, la petite bande de 50 km qui est avec la frontière américaine. Mais c'est quand même un maudit espace qu'il y a entre les différents points. Peu importe comment tu regardes ça, l'étendue à couvrir est quand même assez phénoménale de côte en côte. Donc, si tu en fait, moi, je pense que ce qui m'a... Ouvre la porte à la concurrence, là. On se rappellera l'épisode de Verizon pour ce que tu dis, là, qui avait été une catastrophe dans ma tête. Là. Verizon voulait vraiment venir installer des trucs, puis on a fermé la porte pour des raisons purement nationalistes. Mais dans le fond aussi, ce qui est important, je pense, où est-ce que les Canadiens, on est irrités? Je pense que c'est justement pas dans les forfaits de qualité. Les forfaits de qualité, je trouve quand même qu'on en a vraiment pour notre argent. C'est quand tu arrives avec des forfaits un peu plus d'entrée de gamme, que je pense que ça fait dur un petit peu plus. Puis c'est là qu'on peut améliorer des choses. Puis c'est là aussi qu'il y a des choses qui ont été améliorées beaucoup. On se rappellera qu'il y a une époque où est-ce que seules les compagnies de télécom qui avaient monté le réseau pouvaient vendre des forfaits Internet, par exemple, des choses comme ça. Puis maintenant, il y a une loi qui les oblige à prêter leurs installations aux autres petits joueurs. C'est là qu'on a vu apparaître des affaires comme Oricom ou des choses comme ça. Ensuite de ça, quand je dis que le forfait d'entrée de gamme est un peu poche, tu sais, je veux dire, on en a par exemple de notre côté pour l'entreprise. Bon, on a des téléphones cellulaires pour les conseillers, il y a du data là-dessus. On manque un peu de flexibilité. Là, on a comme beaucoup trop de data pour ce qu'on a besoin. Puis le forfait minimum qu'il faut prendre, c'est 15 gigs. Fait que, on n'a pas tout besoin de 15 gigs, mais ça, c'est le forfait minimum. Fait que, là, tu vois qu'il y a vraiment de la résistance pour aller vers des forfaits vraiment plus cheap. Puis quand on veut un téléphone pas de data, c'est impossible d'avoir quelque chose en bas de 40$. Fait que là, c'est là vraiment que je trouve que le prix est irritant. Par contre, si j'arrive, puis comme moi, mon téléphone, où est-ce que je veux avoir full data, full qualité, je veux la totale, ben j'en ai vraiment pour mon argent. Là, le forfait ne me coûte pas si cher que ça. C'est vraiment dans l'entrée de gamme, je trouve qu'il y a un manque à gagner un peu au Canada. Oui, mais il y a ce même problème-là un peu pour ce qui est, mettons, de la câblo-distribution. Mettons, moi, ça fait, je pense, depuis 2009. Là. En fait, depuis que je suis parti, même avant ça, un petit peu avant ça, depuis que je n'habite plus avec mes parents, je n'ai pas le câble. Bon, la raison, c'est que ça coûte trop cher pour la quantité que je le consomme. Mais je l'ai dit plusieurs fois, mettons, à des représentants qui m'appelaient, là, tu sais, j'ai habité dans un bloc à un moment donné où il y avait une entente avec Vidéotron, puis là, ben, de temps en temps, le représentant passait, voulez-vous intéressé par avoir le câble? J'ai dit, ben, peut-être, mais ça dépend comment et à quel prix. Puis moi, ce que je disais, c'est moi, je veux pouvoir payer le truc puis avoir, mettons, les 3 postes que je veux. Puis payer un prix pour chaque poste. Moi, je veux pas payer puis avoir 420 postes que j'écoute pas, je m'en fous. Je veux pas. Puis là, le truc, c'est comme il n'y a aucune flexibilité. C'est il faut que tu prennes ce bundle-là, puis sinon, il faut que tu rajoutes un truc qui est comme à 30$ qui contient 15 autres postes. Puis là, t'es comme, ben oui, mais non, non, ça ne marchera pas. Parce que je sais pas. On dirait que
beaucoup de services qui est proposé de même, on dirait qu'ils sont comme pris dans je ne sais pas trop si c'est le modèle d'affaires ou la réglementation qui fait ça, mais il n'y a pas une grande flexibilité. Ben, en fait, ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle de la discrimination par les prix. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'essayer de charger aux gens selon leur volonté marginale de payer. Toi, tu es en train de dire qu'il faudrait vraiment qu'on te fasse payer très, 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 très peu cher pour que tu ailles le service. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour le service et d'avoir un étendue de service beaucoup plus grand. Mais eux vont prendre le forfait qui probablement est plus large, mais aussi qui paye plus pour le service obtenu. Toi, ce qu'ils essayent de faire, c'est que tu es probablement le consommateur qui est au-delà de l'équilibre, mais il y a des consommateurs que eux ne veulent pas tant regarder la télé, mais si je peux t'embarquer dans un forfait différent, je peux avoir des prix différents, donc selon les différents types de consommateurs. Puis là, ce que tu fais, comme c'est un marché dans lequel il n'y a pas une entrée complètement libre, tu as la possibilité de discriminer par les prix. Si l'entrée était 100% libre, le produit serait relativement uniforme. Et parce qu'il serait uniforme, bien, tout le monde chargerait plus ou moins le même prix. On sait que quand tu vas voir des hot dogs dans le marché, les prix de hot dogs ne différencient pas énormément pour le même gradient de qualité. Mais ici, c'est la même chose. C'est pas la même chose parce que c'est difficile de rentrer dans le marché des télécoms. Donc, comment les télécoms font un profit, c'est d'avoir des forfaits différents selon le type de consommateur. Toi, tu es juste le type de consommateur qui est... Ils veulent pas. Pour leur coût marginal de te servir, tu n'es pas intéressé. Eux, ils vont continuer de te vendre. J'ai des petites nouvelles pour eux autres. Il y a les gens de mon âge, il n'y en a pas un esti qui a le câble. Ben, fait que ça serait à leur intérêt de s'intéresser à des gens comme moi. Là. Oui, je veux bien, mais eux, ils ont un coût de devoir te connecter au réseau, de te donner le service. Toi, tu es en train de dire que le revenu que tu es prêt à leur offrir est inférieur au coût qu'ils ont de te donner le service. C'est ça que tu es en train de dire. Les forfaits, l'idée, c'est de faire charger. Okay. Mettons, moi, je suis capable de payer 100 $, 2000 $ par mois. Puis qu'ils trouvent une manière de me faire payer 2000. Techniquement, pour eux, ça ne change pas grand-chose que je consomme 0 canaux ou 2000 canaux. Ça ne change pas tant que ça leur coût de production, mais ils vont m'offrir le service, dans ce cas-là, en me donnant une espèce de customisation. Toi, tu es en train de dire que tu n'aurais pas payé pour ça, mais ils peuvent quand même obtenir un revenu peut-être de toi s'ils trouvent une catégorie de services qui est différente. C'est la même chose, by the way, qu'on fait quand on va au cinéma. Pourquoi les cinémas décident de t'offrir moins cher si tu as une carte étudiante que si tu as une carte de manger que si tu es un adulte avec 2 enfants? C'est de la discrimination par les prix, puis tu essaies de trouver c'est quoi la volonté marginale des gens de payer. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il n'y a pas juste la source de revenus que toi, tu donnes. Ben, il y en a une, mais je veux dire, il y a un peu, je dirais pas de l'inceste parce que c'est pas le bon mot, là, mais les compagnies de câbleaux distribution ne sont pas que des câbleaux distributeurs, ils sont aussi des producteurs de contenu. Fait que si tu arrives, t'es Vidéotron, par exemple, puis tu fais un package, tu veux introduire tes propres cochonneries là-dedans, là, parce que tu veux mettre ton LCN, tu veux mettre ton TVA Sport, tu veux mettre tes patentes. Fait que l'idée de vendre ça dans le package, c'est de dire, ben, parce qu'il y a une réglementation, c'est là qu'on arrive au bout de la réglementation que Vincent apprécie généralement. Une réglementation qui fait en sorte que, ben, si tu payes pour une chaîne télé, que tu l'écoutes ou que tu l'écoutes pas, il y a un montant d'argent mensuel qui doit aller à cette chaîne-là, tout simplement. Avec cette réglementation-là aussi, c'est là qu'est arrivée toute l'explosion des canaux spécialisés, Historia, Z, Télé, Canal D, toutes ces affaires-là au Québec, où est-ce que tous nos artistes un peu louches se sont ramassés. Mais ces canaux-là vivaient de ça. Ils étaient plus ou moins écoutés, mais ils étaient compris dans des packages. Puis là, après ça, quand tu grattes un peu, tu te dis, ben OK, cette chaîne spécialisée-là appartient à qui? C'est-tu la chaîne de Québécois ou c'est celle de Bell Media? Puis quand tu arrives, tu regardes la façon de monter les packages chez Bell, la façon de monter les packages chez Vidéotron, bien évidemment, la façon est différente parce qu'ils veulent garder le plus possible de cet argent-là. Ils veulent pas envoyer cet argent-là à Québécois si t'es Bell, puis vice-versa. Tu as eu même une guerre, je pense, qui a failli se ramasser devant le Parlement ou qui s'est ramassé devant le Parlement avec TVA, puis TVA Sport, puis Bell. Je pense que c'était... Voilà de même. Mettons, tu essaies de produire un produit de niche, mettons, sur un canal avec
n'y a pas une tonne de gens qui veulent, disons, écouter une émission sur les truckers. Mais ceux qui veulent l'écouter sont prêts à payer très cher pour ça. Mais le coût de produire la première émission, c'est super élevé pour ce canal-là parce que tu as le coût fixe de commencer à faire ça, plus le coût marginal de commencer à développer l'expertise. Donc, c'est élevé au début. Mais si tu as juste 200 clients pour, disons ça, il faut que tu sois capable de leur charger un prix qui vaut le coût marginal de ce canal-là en particulier. C'est pour ça que les forfaits, tu remarqueras que dans les forfaits les plus sophistiqués, qui sont les plus inclusifs, tu vas avoir des canaux de plus en plus sophistiqués pour des gens qui ont des besoins de niche, puis probablement des gens qui sont prêts à payer justement le coût marginal de cette unité-là, de ce service-là, étant donné la valeur que ça a pour eux. Tu regarderas pourquoi le canal, le forfait le plus de base, a des canaux très généraux comme... T'es-tu d'accord avec nous que les premiers qui ont fait ça, c'est les chaînes pornographiques sur les télédistributeurs, puis que moi, j'ai tout le temps vu comme l'industrie de la porno comme étant plus de son temps que le reste. Dans le sens que... absolument, c'est eux autres même qui ont inventé le VR puis ces trucs-là. C'est eux qui sont en dehors du cadre réglementaire. C'est eux qui sont tellement en dehors du cadre réglementaire parce que personne... C'est drôle, l'industrie du porno... tu ne veux pas tant légiférer là-dessus, au même titre que tu ne veux pas ne pas légiférer. Donc, il y a une sorte de zone grise très pernicieuse, puis tu as énormément d'autorégulation dans l'industrie. D'ailleurs, c'est un bon tellement raison, T'es pas gentil, là, Vincent. Il y a le chef du Parti québécois qui voulait créer un éduc-alcool du porno. OK, whatever. Tu sais qu'est-ce que je pense des commentaires des politiciens. Mais tu as parfaitement raison parce que, regarde, on va faire une petite bribe d'actualité. On est dans le passeport vaccinal présentement, pour ceux-là qui nous écoutent en différé. Est-ce que les passeports vaccinaux vont être exigés dans les salons de massage érotique? La réponse est non. La réponse est non. Ben, ça marque un point là-dessus. Les politiciens ne veulent pas aller légiférer sur cette industrie-là. Ça, parce que c'est difficile, mais aussi parce que c'est un petit peu malaisant. Donc, j'ai un collègue qui s'appelle Alex Padilla, puis je cherche son article maintenant, puis je viens de le trouver live on the spot. C'est Self-Regulation et Adult Film Industry. Why are HIV outbreaks the exception and not the norm? Le point qu'il fait, c'est que parce que l'industrie est largement en dehors d'un cadre réglementaire autre que ce que tu pourrais considérer normal, responsabilité civile, que tu reçuives pour des conditions de travail non sécuritaires, bris de contrat, etc. Bien, l'industrie de la porno se réglemente excessivement bien. Donc, par exemple, tu es obligé on stage, donc avant des films, tu es obligé d'arriver avec un test. Ils ont des tests récurrents. Il y a énormément de réglementations que l'industrie fait elle-même pour elle-même, justement pour que le service soit offert. Puis, c'est pas que l'industrie de la porno est particulièrement intéressante, là. C'est pas en soi la chose. Je sais qu'encore une fois, je prouve que je peux rendre un sujet que tout le monde trouve intéressant réellement, puis je peux en parler comme un économiste. Mais c'est parce qu'ici, il y a une leçon, c'est que sans réglementation, l'industrie est capable de se réglementer elle-même. Elle est capable de réglementer les comportements qui sont problématiques, notamment la possibilité que les acteurs soient dans des situations dangereuses, avec des risques importants. L'industrie est consciente qu'elle a besoin d'attirer des travailleurs. Pour attirer des travailleurs, il faut que tu confirmes la qualité des autres travailleurs avec qui ils travaillent. Je veux dire, je suis quand même en train de sanitiser la chose, mais il faut que tu sois... Non, c'est parfait, t'es parfait. Non, mais c'est parce que j'enlève un peu le fun de l'activité qui est associé en parlant. Non, c'est ça qui est le fun. Mais l'idée ici, c'est que tu as une image d'une industrie qui s'autoréglemente, qui se gère tout seul et qui est capable de gérer des problèmes hyper complexes. Puis quand tu disais tantôt, l'industrie du porno, là, je ne sais pas, dans ce cas-ci, dans les télécoms, dans les forfaits, écoute, ça fait longtemps que j'ai acheté un forfait de câble, mais tu voyais toujours un peu plus bas la chaîne Playboy qui était à 20$ par mois supplémentaire. Puis ça explique exactement ce que tu décrivais. Peut-être peu de gens la veulent, mais les gens qui la veulent sont vraiment prêts à payer.
la veulent vraiment. Mais la demande de puis- sexe étant très inélastique, les gens sont probablement prêts à payer très cher pour une unité additionnelle. Les premiers pay-per-view, je pense qu'on devait voir à l'époque, c'est probablement la porno qu'ils ont fait bien avant l'industrie de la boxe, par exemple. Ça, je parle dans le vide, là, j'ai pas l'historique complet, mais mon feeling, c'est que c'est ça. Puis là, tu vois, ce que Frank veut, c'est que tout devienne un peu pay-per-view. Ce que le web est en train de faire, tranquillement. Ouais. Je pense que les câbleaux distributeurs, quand tu regardes leur clientèle captive, payante, donc le bon vieux baby boomer qui achète le bon gros forfait, qui a beaucoup trop de choix de postes par rapport à ce qu'il consomme réellement, mais qui n'a jamais fait le ménage dans ses affaires, ce client-là est tellement payant qu'ils sont prêts à sacrifier 10 francs pour ce gars-là. Moi, je pense. Ouais, c'est mon feeling. feeling. Tout à l'heure, je parlais j'ai utilisé le mot câble, mais je parle pas nécessairement que quelqu'un vienne ici me mettre une boîte en plastique avec une télécommande puis des fils dans le mur. Pendant, mettons, qu'il y avait les... Ben oui, c'est ça. Mais pendant pendant qu'il y a des gros événements sportifs, mettons comme le Super Bowl ou les séries de hockey dans la Ligue nationale ou le baseball ou peu importe, moi, ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce que je ne peux pas payer pour... Je me connecte sur une application qui ressemble à celle de Netflix, mais c'est celle, mettons, de TVA Sport. Je lui donne un montant X, puis ils me permettent de voir le fucking contenu. Mais je ne peux pas le faire parce que sinon, il faut que je m'abonne au câble. Là, tu penses comme un société. Ouais, mais tu as déjà accès à ça, Frank. Mettons le Super Bowl, là. Mais Super Bowl, tu peux déjà l'acheter chez DAZN. Moi, les séries de la Ligue nationale, j'ai payé mon abonnement NHL Center Ice. Oui, pour voir le Canadien, j'ai crossé avec un VPN. OK? Ben ouais, c'est ça. Mais je suis obligé de... C'est parce que là, moi, on veut pas toujours être abonné à 10 000 affaires différentes d'un. Puis de deux, ça me tente pas non plus d'être obligé de trafiquer mon routeur ou de me prendre un VPN pour consommer du contenu. Attends une minute. Bon, Vincent n'est pas d'accord. Non, mais pense au coût d'établir une chaîne. Il faut que tu embauches du staff à l'année longue, du personnel technique. Hein, tu peux pas on voit que TVA Sport ne fait pas d'argent. Tu peux pas l'embaucher juste pour une émission. Hein. Je veux dire, tu peux pas, sans éliminer, par exemple, d'autres contenus. Donc, il n'y a pas tout le monde qui consomme le Super Bowl en même temps. Si tout le monde regardait le Super Bowl, probablement que ce que tu décris se ferait. Mais il y a quand même juste, 40 millions de personnes qui regardent le Super Bowl. C'est beaucoup. Mais ça veut dire que tu as aux États-Unis, par exemple, un autre 260 millions de personnes qui ne regardent pas le Super Bowl et qui veulent leur programmation normale, que tu ne peux pas leur enlever leur émission. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là quand tu es un producteur de contenu? Bien, il faut que tu trouves une manière de produire le service pour qu'il soit accessible pour ceux qui le veulent vraiment, pas juste ceux qui veulent regarder le Super Bowl, mais qui veulent regarder les parties de manière hebdomadaire. Bien, il faut que tu trouves une manière de structurer ton service autour de comment tu dois le produire. Donc, tu as ton nombre, tu as ton employé qu'il faut que tu embauches, tu as ton matériel technique, il faut que tu l'entretiennes, il faut que ton matériel va se déprécier sur une année. Donc, il faut que tu l'utilises, ton matériel, à un certain degré pour qu'il rentre dans sa dépréciation. Comment tu fais ça? Bien, c'est nécessaire un peu. Si c'était si facile que ça, bon, ben, fine. Mais dans ce cas-ci, il y a quand même une rigidité dans le marché, dans la manière dont c'est fait, étant donné le fait qu'il faut que tu embauches quelqu'un, il faut que tu établisses l'anal au complet pour produire juste l'émission. Une fois que tu as produit juste l'émission, en fait, je vais te dire demain, ça serait plus facile. S'ils devaient juste produire l'émission une fois de temps en temps, ça leur coûterait plus cher. Et ça te coûterait plus cher à toi en pay-per-view que s'ils faisaient ce qu'ils font maintenant. Parce que là, tu as embauché des gens juste pour une semaine, disons, ou 2 semaines, ou 1 mois en avance. Il faudrait que tu les payes vraiment cher pour qu'ils quittent leur job pendant un moment, pour travailler seulement pendant 1 mois, pour louer de l'équipement au lieu de l'acheter et d'avoir la dépréciation. Et là, ce que tu aurais, c'est un coût par unité beaucoup plus important. Quand tu produis ta première émission, le coût de ta deuxième émission est beaucoup plus bas. Donc, pourquoi est-ce qu'ils te font charger dans un bundle comme ça? Probablement parce que c'est la méthode la plus de produire le service. Pas parce que ils veulent t'empêcher d'avoir ça, mais en même temps, ça revient un peu au point d'Yann sur la porn, l'innovation n'est pas impossible. C'est possible que graduellement, on se rende vers ce que tu décris, où est-ce que le contenu est
tellement de plus en plus cheap à produire, avec de moins en moins de coûts fixes, mais aussi des marginaux de plus en plus bas, que n'importe qui peut rentrer dans le marché, produire du contenu, filmer des choses. Et là, tu n'as plus le problème que tu décris. L'industrie de la porno avec le pay-per-view ou toutes les plateformes en ligne qu'ils utilisaient ou les campagnes que les gens faisaient direct to DVD ou direct to VHS, c'est toutes des campagnes de gens qui essayaient de contourner l'environnement institutionnel de la télé telle qu'elle était faite, mais aussi, by the way, que tu pouvais éviter le problème aussi des réglementations du contenu culturel. Donc, tu n'avais pas le droit de dire certains mots, que c'est pas correct de dire certaines choses ou de montrer certaines choses. Par contre, si tu vas en direct au consommateur, sans passer par un canal, là, c'est correct. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi le transitoire n'était pas correct. Mais là, dans ce cas-ci, l'idée de l'innovation qui mènerait peut-être à plus que toi tu décris, ça serait probablement d'enlever des réglementations plus qu'autre chose. Parce que non, l'industrie est capable de s'auto-réguler, généralement beaucoup plus que ce qu'on réalise, mais elle est aussi capable d'innover pour trouver des manières moins dispendieuses pour les consommateurs de consommer les choses qu'ils veulent consommer. En fait, moi, je pense qu'il manque de joueurs. Au Canada, c'est sûr à 100% qu'il manque de joueurs. On est vraiment prisonniers. Tu sais, je veux dire, c'est Rogers, c'est Bell, c'est Vidéotron. C'est quoi d'autre? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la compétition se mesure au nombre de firmes dans un marché. C'est vraiment une idée médiocre. Je haïs cette idée-là. Parce que techniquement, si tu avais une firme dans un marché, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas un marché compétitif. Si, disons, la firme qui se retrouve à être tout seule à servir 100% du marché, elle devient la firme unique parce que c'est celle qui a le plus beaucoup de produire, c'est quoi le problème? Il n'y en a aucun. Tu devrais vouloir que la firme la plus efficace... mais tu sais comme moi qu'au Canada, c'est pas cette question-là. Là. Non, mais attends, la condition à ce que je dis, c'est qu'il faut que l'entrée, la menace d'une firme, parce que disons que j'ai 100% du marché parce que je suis le plus efficace, mais qu'après, il n'y a plus personne qui peut rentrer sur le marché, soit parce que c'est très coûteux de construire la première set d'infrastructure, ou parce qu'il y a un législateur qui a mis une loi qui fait en sorte que tu dois payer tel montant pour rentrer en concurrence avec moi. Mais dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité la concurrence. Et là, mais comme une barrière qui fait en sorte que je peux abuser un petit peu du fait que je suis tout seul sur le marché. Mais tout seul sur le marché, ce n'est pas une garantie que tu vas agir comme un monopole ou une firme en cartel. En fait, si tu es tout seul, par définition, tu vas agir. Tu sais, on le sait dans le niveau des télécoms, Verizon voulait rentrer. Puis, je veux dire, il y avait de l'argent à venir investir ici, puis on lui a dit non, là. Ça, c'est une catastrophe. C'est ça la différence. Comme consommateur, je me dis, si cette firme-là américaine voulait venir s'implanter ici, il voyait une façon de faire un profit. Là. Il ne demandait pas à charité. Là. Il savait qu'il allait faire un profit en venant. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu es en train de faire mon point sans le réaliser. Là, parce que le point que je fais, c'est que ce qui compte pour la compétition, ce n'est pas le nombre de firmes. C'est la possibilité de menacer une firme. Si une firme ne sait pas d'où son concurrent, si elle a des concurrents maintenant, si elle a des concurrents potentiels, que si elle agit moindrement de manière hostile aux consommateurs ou qu'elle se met à arrêter d'innover, à arrêter de réduire ses coûts, elle invite des challengers, de toute fin pratique, d'entrer dans l'industrie et de dire « Haha, tu vois, tu t'es assis sur pied, tu as essayé de fourrer le consommateur, moi je vais rentrer. » Mais légalement au Canada, bon, il y a une partie en télécom qui est une barrière un peu naturelle, qui est construire l'infrastructure initiale. Ouais. Mais ça, ces barrières-là diminuent beaucoup à travers le temps. Les barrières institutionnelles que l'État met pour protéger les fermes est beaucoup plus important. C'est sûr que ça a diminué. On a toute notre 5G dans le bras, Vincent. Oui, je veux dire, ça ne coûte plus rien à cette heure-là, les télécoms. C'est vrai, j'ai oublié de demander le mot de passe pour mon vaccin. Hey, mais vite comme ça, je t'ai lâché de quoi tantôt, puis je veux avoir ton input là-dessus. Le VPN, le fameux VPN. On s'entend-tu que c'est quelque chose qui est toléré, mais qui n'est pas techniquement légal, mais qui est clairement toléré par l'industrie? Puis ça, c'est toujours le non-dit qui me fait un peu toujours rire dans cette industrie-là, dans le sens que, prenons NHL, signe un méga contrat avec Rogers, 12 milliards, c'est pas des petits contrats. Oui, c'est énorme. Là. C'est énorme. Fait que là, NHL dit, moi, j'ai mon service NHL Center Ice, donc tu peux acheter directement la consommation sur Internet des games de hockey.
Sauf que pour protéger Rogers, qui lui vend de la télécom, puis du contenu, pour protéger Rogers, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des blackouts. Donc, tu es dans la zone du Canadien de Montréal, tu ne peux pas écouter le Canadien dans ta zone. Bon, comme je disais, on peut bypasser le tout avec un petit VPN. C'est relativement facile de le faire. Clairement, l'industrie le tolère. Ouais, Puis ça m'a toujours fait rire un peu, là, cette histoire-là. Ouais, ma réponse, c'est combien de gens comprennent c'est quoi un VPN? Je te parie que si on prend marginal. les gens... C'est marginal. C'est ça. OK, tu dis général. Marginal, Non, marginal, c'est marginal. Je pense qu'il y a vraiment peut-être 1% des gens qui se servent de... Même moi, qui est quand même technologiquement savvy, je trouve pas que ça a une si grande utilité que ça. Fait que même moi, j'en consomme pas, mais ceux qui comprennent c'est quoi et qui le consomment en plus, je serais prêt à parier qu'ils savent que, mettons, c'est 1% des vues vont être des vues extra-légales. Je ne veux pas dire illégales, parce que extra-légal, c'est plus précis. C'est comme dans une sorte de zone. Il y a un peu trop de monde de la Lituanie qui écoute à leur goût, là. Oui, mais 1%, vraiment, ce 1%-là va être déjà priced in dans les contrats, parce qu'ils le savent. Donc, quand ils vont négocier le contrat à la base, ils vont négocier le contrat pour commencer. Le prix qui va être demandé à NHL par le câblo-diffuseur va être plus bas, étant donné ce qu'il s'attend de cheating, au même titre que quand Walmart négocie avec ses distributeurs le prix d'achat, ils tiennent en compte combien ils s'attendent de perdre. Mais c'est un peu insultant pareil. Regarde, tu viens d'utiliser le mot cheating. C'est quasiment un peu insultant pareil d'entendre ce mot-là, parce qu'à quelque part, mon argent, je l'ai donné. Non, mais attends un peu. L'argent, je l'ai quand même donné à NHL. J'ai acheté mon produit. Je n'ai pas piraté. J'ai acheté mon produit. Mais il y a une clause dans leur contrat qui est chiante, qui est la fameuse clause des blackouts. C'est elle qu'on contourne officiellement. Ouais, mais le point est que ce que Frank veut, moi, je l'accomplis, que ce soit avec le UFC, que ce soit avec MLB, que ce soit NHL, que ce soit le Super Bowl, je fais la même affaire à tous les ans. Là. Je m'abonne pour un mois à DAZN, ça me coûte 20$, puis à la fin du mois, je cancelle l'abonnement. Puis j'écoute mon Super Bowl à tous les ans avec ça. Je réussis à faire exactement ce que Frank veut faire avec les outils qui sont disponibles pour les événements sportifs. Mais il y a une partie de cheating dedans qui est le fameux VPN. Je comprends pourquoi il y a une frustration, parce que je me dis, il me semble que ce serait quand même plus simple de faire exactement la même chose juste en passant par le câbleau distributeur, parce que j'ai un budget peut-être de 350-400$ par année qui passe dans ces petits services-là là, de NHL, de MLB et tout ça. Ça me ferait plaisir de le donner à Vidéotron ou à Bell éventuellement, mais je peux pas jamais m'en tirer en bas de 1000$ par année avec eux autres. C'est l'affaire qui est un peu gossante. Puis c'est là qui amène une frustration, mais tu as raison quand tu dis que ça touche uniquement les technophiles un peu, parce que le vrai bon client payant, il est abonné à beaucoup de postes. Puis il n'y a pas ce problème-là. Là. Et puis ça coûte 1500, 2000$ par année. Là. C'est l'enfer, en fait, les forfaits. Là. Non, mais tu sais, quand tu dis qu'est-ce qu'ils perdent, ben, pense dans la négative. Pourquoi la compagnie aurait... Si c'était trivial, pourquoi ils auraient mis ça dans le contrat? Ah non, non. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais il doit y avoir une raison pour laquelle c'est mis justement dans le contrat, parce qu'il doit y avoir une raison que ça maximise les revenus de la firme, sous la contrainte que tu essayes justement aussi de rester au-dessus de tes coûts, que tu vas avoir un revenu plus élevé, un revenu marginal plus élevé que ton coût marginal dans ce cas-ci. La question, c'est comment? Je ne sais pas pourquoi cette clause-là serait là, mais la réalité, c'est que eux, quand les gens trichent plus qu'ils s'attendent, bien, ça veut dire que tu es en train de couper dans leurs revenus qu'ils s'attendent du contrat qu'ils font. Puis un contrat, c'est quand même binding pour une longue période de temps. Donc, ils ont intérêt à inclure non seulement la quantité de tricheries qui s'attendent, qui réduisent un peu leur revenu espéré, mais aussi à quelle vitesse cette tricherie-là va diminuer ou augmenter à travers le temps. Quand tu négocies le prix en amont, au début de la transaction, bien, tu tiens compte de ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi la règle. Comme économiste, moi, quand je vois quelqu'un faire quelque chose, il y a une raison. Il y a une raison, c'est pas irrationnel.
Puis la compagnie est tout à fait consciente que. Puis tu ne devrais pas dire que ils ont juste mis ça comme ça. Non, c'est qu'ils doivent être associés à une autre partie du service qu'ils fournissent. Mais moi, ce que je vois, c'est beaucoup un genre. Les revenus en faisant ça. Ce que je vois dans cette histoire-là, c'est qu'on sent qu'il y a un clash générationnel très fort. Tu sais, ben oui, un clash générationnel. Quand tu remontes à l'époque, les années 70, par exemple, tout ça, tu avais 2 styles de musique. C'était le rock puis le disco, puis c'était tout. Tu sais. Nous autres, les gars de notre âge, je veux pas, on a vécu plus dans une époque où c'était complètement explosé. Donc, on s'attend un peu plus à du on-demand. Tu sais, je pense que c'est ça le thinking qui cadre le mieux avec notre génération. Donc, on est prêt à payer, mais je vais payer pour ce que je consomme. Utilisateur-payeur en bon français. Puis ça, c'est très bien ancré dans notre philosophie de génération, si on veut. Alors que la génération d'avant était plus... On écoute tous les mêmes programmes. Tu sais, je veux dire, La Petite Vie a fait 4 millions de téléspectateurs au Québec, le sacrifice. Ça n'a pas de maudit bon sens quand tu y penses, là, mais c'est ça. C'était ça à l'époque. Mais ce clash-là, mais c'est l'affaire, c'est que les 2 générations, ils n'ont pas la même grosseur puis ils n'ont pas la même valeur en termes de marché. Fait que quand tu me dis qu'une firme va maximiser son profit en agissant de la sorte, je suis 100% d'accord avec toi. Le problème, c'est que pour maximiser son profit, elle doit satisfaire sa clientèle seulement, qui fait partie d'une seule génération, qui fait partie de cette génération-là. Puis l'autre génération est toujours en train de vivre des frustrations par rapport à ça. Puis à un moment donné, tu es là, tu te dis, oui, il y a une couple de technophiles qui vont jouer à couleuvre puis ils vont contourner. Mais t'es là, quand tu regardes un peu dans le temps, il reste une quinzaine d'années peut-être avant qu'il y ait un changement majeur dans le monde de télécom. Parce qu'un jour... Un jour, ça va changer. Ils vont vouloir s'adapter un peu plus à nous autres. Oui, je veux bien, mais le changement de la population... les gens, le temps passe à la même vitesse pour tout le monde, donc le vieillissement est une variable relativement continue. Il n'y a pas de choc, là. Il n'y a pas de choc. Non, je ne parle pas de choc, mais c'est l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ils vont bifurquer vers ce marché-là, mais c'est lent parce que ça génère beaucoup de frustration pour les gens de notre âge. Sur quel standard tu dis que c'est lent? C'est lent, pas arrivé encore, c'est lent. Okay. Mais attends un peu. Attends un peu, Vincent. Je vais vous l'illustrer, moi, avec un exemple là, de ce dont moi je parle comme expérience. Puis là, je ne suis pas dans la théorie de tout. Je vous parle de mon expérience de consommateur de services. Moi, je suis abonné, mettons, à Spotify. Là, je paye 14$ par mois. J'ai pratiquement toute la musique qui existe sur Terre. Je paye, je fais mes affaires, tout. Là, à un moment donné, je m'aperçois que tel artiste, il n'est pas là-dessus. J'aimerais quand même ça l'écouter, j'aime ça. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je pars avec mes petites pattes, je m'en vais d'un magasin de disques. Et puis là, d'un magasin de disques, c'est plein de boomers, puis des gens plus vieux, ils achètent des CD de Beau Dommage, puis de Linda Lemay, puis en tout cas, bref, ils font leur vie, ils font leurs affaires. Puis là, moi, je demande au monsieur, je disais, j'aimerais ça acheter l'album de tel artiste parce que sur le service que j'utilise de streaming, il ne l'a pas. Puis là, il me répond, ben oui, mais pour ça, il va falloir que tu achètes aussi 15 CD de country, il va falloir que tu achètes aussi des CD de musique pour enfants, puis il va falloir que tu achètes aussi un film, un sac de popcorn. Puis là, je dis, non, mais là, Chris, je suis venu ici pour acheter ça. Je suis pas venu ici pour... là. Ben oui, c'est un exemple. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Un moment donné, ça n'a pas de... Moi, mon feeling par rapport au service du câble, c'est ça. C'est que il y a des services de streaming qui existent. Je peux écouter tous les films que je veux, faire tout ce que je veux, mais il y a quelques items que j'ai pas. Et pour accéder à ces items-là, il faut que je paye 4 fois le prix que toutes les autres plateformes me demandent pour accéder, somme toute, à du contenu que je veux pas. Non, t'as tort. Parce que pense à ce que tu fais quand tu achètes un CD. Quand tu achètes un CD, là, puis tu veux écouter une toune, tu es quand même obligé d'acheter les 11 autres tounes sur ton CD. C'est la même chose. C'est juste que. Non, mais plus maintenant. Plus maintenant, justement, c'est ça que je te dis. Tu les achètes pas, ces CD-là. Tu écoutes ce que tu veux en streaming. Oui, mais l'idée que tu fais ce changement-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une manière d'inventer un nouveau mécanisme pour faire la provision du service que les gens veulent en termes d'utilité, puis en termes de facilité aussi, là, parce que tu n'as plus à devoir garder un CD, enlever les scratchs dessus, avoir les push-push pour réparer le CD ou toutes ces niaiseries-là qu'il y avait avant, ou les linges pour essuyer, ou que tu faisais tout le temps en donnant une sorte de... Ah oui. Ouais, toutes ces niaiseries-là. Mais
moi, mon point, c'est comme que ça va se consommateur, passer. Non, mais juste parce que Yann a dit ça, j'ai regardé juste pour le fun pendant que tu disais ça. J'ai été voir les chiffres d'entre de CD aux États-Unis. Au pic, en 2000, tu avais 943 millions de CD qui ont été vendus. En 2020, tu as 84 millions qui ont été vendus. il n'y en a plus. Ben, à toute fin pratique, tu es en train de me dire que ça a coupé de. C'était 10 fois 95%. plus. En quoi? En même pas 20 ans? Hey, c'est gigantesque comme chute, là. Tu me dis c'est lent, Grim, c'est lent. T'as éliminé 90% d'un marché. Viens pas me dire que c'est lent. Il va arriver la même chose au câble. T'as pas beaucoup d'industries, Vincent, où ce que le niveau d'insatisfaction de la clientèle est quand même aussi élevé que dans le monde des télécoms. Puis malgré tout, on consomme pareil. C'est quand même une industrie qu'on consomme parce qu'on se sent un petit peu prisonnier puis pris au piège dans leur façon de gérer les affaires. C'est quand même ça la réalité. Puis, by the way, s'il y a quelqu'un qui a déjà compris un contrat de Bell Canada, je t'engage dans mon équipe, t'es quelqu'un d'une intelligence supérieure. Je veux dire, c'est une industrie, je trouve, qui... Le côté service à clientèle fait dur. Le côté satisfaction de la clientèle est pas là. Puis malgré tout, on la consomme pareil parce que notre besoin de divertissement est très élevé. Ça, je le comprends très bien. Là. Parce que tu as dit ça, là, mon premier réflexe a été de chercher Cable Distribution Subscriber. Il n'y a pas une tonne de données, mais le premier qui sort, c'est ESPN Subscriber Total depuis 2013. Tu avais 99 millions de personnes qui étaient abonnées à ESPN. En 2019, tu es à 83 millions. Donc, c'était quand même un gros changement. C'est une baisse d'à peu près 15% sur à peine 6 ans. Un petit peu plus que 6 ans. C'est gigantesque la vitesse à laquelle les choses changent. En fait, là, regarde, j'en ai un autre qui vient d'apparaître dans The Economist. Le nombre de Pay TV subscribers en millions total, c'est de toutes les compagnies de Telco, Satellite, Sling TV, Direct TV, PlayStation View, Hulu Live, Fubo, YouTube TV. C'est passé de 100 millions à peu près à 85 aussi. Donc, c'est pas mal... C'est pas mal la confirmation que les gens se déplacent vers autre chose, justement, puis que le marché est en train de se réarranger vers Netflix ou des choses de même. C'est ça, mais c'est exactement, mais c'est mon point depuis tout à l'heure. Moi, je dis, il y a une baisse, je suis un client potentiel. Puis tu te dis, ils s'en foutent de toi, t'es pas payant. Si vous en foutez, foutez-vous-en, mais disparaissez, puis c'est pas moi qui vais pleurer. Mais l'affaire, c'est que, mais ils s'en foutent de toi, puis c'est ça mon point, que même s'ils essayent d'innover le plus possible. Ils ne sont pas capables d'innover sur cette marge-là. Mettons, le coût d'essayer de cette nouvelle technologie-là pour te convaincre, toi, est tellement cher que peut-être c'est mieux pour eux de te laisser aller dans la perspective de maximiser tes profits, de te laisser aller vers le concurrent. Parce que des fois, c'est juste trop coûteux d'essayer de te garder. Ça arrive des industries qui gèrent un long déclin. Pense juste à l'industrie. Il y a encore Britannica qui existe. Britannica doit faire face à l'acquisition de Wikipédia. Mais une industrie en déclin, ça existe, puis elle doit se gérer. Mais elle continue de maximiser le profit pendant qu'elle décline. Là. C'est juste qu'elle est consciente qu'elle ne peut pas rester à la même taille qu'elle était avant, donc elle doit diminuer progressivement. Puis elle est consciente qu'elle va perdre certains consommateurs comme toi, mais il se dit, je préfère garder la personne âgée qui veut regarder la télé parce qu'elle, je peux continuer d'extraire un revenu d'elle, mais Yann, pour le convaincre, ou Yann ou Frank, pour les convaincre de venir, ça me coûterait trop cher. Mais c'est possible qu'au final, ce qui va se passer, c'est que le câble va devenir disons, marginal dans le sens que peut-être je pense qu'on s'en va là. La moitié des gens qui consomment ça aujourd'hui vont le consommer. En réalité, si je reviens à ce que je te disais, Vincent, si le déclin se continue à ce genre de rythme-là que tu viens d'illustrer, au renouvellement de l'entente avec Rogers, par exemple, si on revient à l'exemple de la NHL, à mon avis, NHL, c'est eux autres qui vont avoir un peu plus le gros bout du bâton, puis ils vont dire, sais-tu quoi? Tes clauses de blackout, là, tu peux les mettre où c'est que tu penses, parce que les gens sont prêts à me payer moi directement, puis je fais plus d'argent en recevant l'argent directement à des gens que de passer par toi. Moi, je pense qu'on s'en va là pour vrai. Ça serait vraiment un bon test de ce qu'on dit ici. Si, mettons, le prochain contrat, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été signé, mais mettons qu'il a été signé, disons, 5 ans, puis qu'il vient à échéance dans 2 ans. Moi, si tu trouves, ça serait cool, mais je suis prêt à parier que si c'est vraiment le cas, là, en fait, c'est pas que c'est vraiment le cas, c'est clair que c'est le cas que les gens se déplacent. Chaque Super Bowl a de moins en moins
de spectateurs. Puis ça tombe, là, ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le trouver, là, mais c'est 2013. Écoute, Super Bowl audience. Ça doit être un contrat de 10 ans, dans le fond, Yann, c'est ça? Oui, il finit en 2025-2026, le contrat est fini. Bon. Quand ils vont le renégocier, si on a raison, là, je sais qu'on a raison là-dessus, ce qui va se passer, c'est que le prix va être revu à la baisse relativement à celui-ci, en ajustant pour l'inflation, là, bien sûr. Donc, tu devrais t'attendre à un prix plus bas au fur et à mesure. Puis en fait, je suis même prêt à donner la proportion, puis je serais prêt à parier de l'argent sur la proportion de laquelle il va baisser. Je regarde juste en l'affaire, c'est si tu paries avec moi, je vais te payer. J'ai vu ton histoire cette semaine. Ouais, ça, je vais pas en parler. Ce gars-là, c'est un... Écoute, au pic du viewership du Super Bowl, il y avait 114 millions qui ont écouté. Fait que mon chiffre de tantôt était faux. Je pensais que c'était beaucoup, beaucoup moins que ce que c'est en réalité. Mais en 2000, le dernier Super Bowl, cette année, là, que Tom Brady a encore une fois gagné, puis vous le dire, Tom Brady n'a jamais triché. Pour tous les haters out there, F yourself. Ouais, tu veux juste pas que notre podcast soit écouté. Ouais, non, mais écoute, là, moi, je suis un fan des Pats depuis 1995. OK? Puis j'étais fan dans les mauvaises années. J'ai le droit d'être fan des Pats quand ils ont gagné, puis d'être particulièrement loyal à Tom Brady, même s'il est avec les Pats. OK? Fait que si vous avez un problème avec ça, allez-vous-en chez vous. OK? Vous avez tous tort. Mais je regarde la proportion du pic. Non, il y a deux opinions. C'est Tom Brady est bon ou vous avez tort. C'est les deux types qui existent out there. Au pic du Super Bowl, 114 millions, personne n'a écouté. L'année passée, quand Tom Brady a gagné pour les Buccaneers, 91 millions. Donc 91,63. Ben, si la tendance se continue jusqu'en 2000, disons, la même vitesse de chute continue en 2026, t'as dit? Oui. Ben écoute, je serais prêt à parier que le prix va être discounté d'à peu près 30%. Si on assume que ça se présente tous les sports pareils, le prix que tu m'as parlé tantôt, le contrat, c'était quoi le montant que tu avais dit? 5,23 milliards sur 12 ans, la NHL puis Rogers. OK, tu prends ça, si c'est la même proportion pour le hockey, tu prends ça, tu dégonfles ça par... tu fais 70% de ça, parce que tu enlèves 30%. Tu fais 0,4 fois ce montant-là, puis c'est ça le prix, puis tu ajustes pour l'inflation. Je te parie que c'est ça le prix en 2025. Je suis prêt à mettre de l'argent sur le feu là-dedans. De mettre la main au feu que c'est ça qui va se passer. Parce que les compagnies le savent. Une industrie en déclin maximise quand même ses profits, là. Même quand tu fermes ta business, tu maximises tes profits techniquement parce que tu faisais des pertes. Tu as juste décidé de ne pas continuer tes pertes. Dans le fond, c'est juste aux consommateurs d'arriver et de dire, des consommateurs qui ont quitté l'industrie, j'en suis un. Moi, j'ai cable cutting, j'ai fait ça en 2014. Ouais. C'est juste, tu dis, écoute, on reviendra juste plus dans cette industrie-là. Faut t'arrêter de te casser la tête avec elle. Elle fait quand même chier parce que, n'étant plus consommateur de cette industrie-là, mon finger est fait depuis longtemps, mais malgré tout, ils viennent me faire chier dans ma consommation avec leurs affaires de blackout, là. Ce qui est un peu choquant, n'étant plus un consommateur. Tu sais, j'ai voté avec mes pieds déjà, puis tu me fais chier encore. Tu sais, c'est un peu chiant quand on y pense. Mais moi, je pense, honnêtement, ça, j'en suis persuadé. Si toi, tu fais le pari sur le prix du contrat, moi, je fais le pari que les blackouts, il reste peut-être 5 à 10 ans maximum à ça. Parce qu'à un moment donné, les producteurs de contenu vont vouloir avoir le stream de revenus directement du consommateur, là. Ils vont se débarrasser du tiers qui est chiant dans cette histoire-là. Oui, puis d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça ne serait pas possible parce que je pense à tous les canaux de nouvelles alternatives comme Daily Wire chez les conservateurs là, aux États-Unis, où est-ce que tu payes un frais pour t'abonner annuellement. Ils ont une plateforme de télédiffusion, ils ont 7, 8 émissions quotidiennes. En plus du fait qu'ils font des films qui distribuent à ces membres-là, je ne peux pas croire que NHL serait prêt de développer quelque chose. C'est de conservateurs ultra idéologiques. Puis entre toi et moi, c'est pas la grande profondeur intellectuelle Daily Wire, entre toi et moi. Je veux dire, je m'attends pas comme ça, mais je peux pas juger. Non, mais je m'attends pas à des talents de gestion exceptionnels, en gros. C'est ça mon point, là. Ça attirera pas le PDG qui pourrait travailler dans une Fortune 500. Right? Fait que,
le talent de gestion doit être clairement différent. Je ne veux rien leur enlever, là, mais NHL va être capable d'attirer le manager qui va gérer une nouvelle plateforme complètement différente. Ils vont être capables de gérer quelque chose de même et dire, écoute, regarde, on doit payer nous autres ce montant-là chaque année pour faire ce service-là. Ben, sais-tu quoi? On est capable de l'avoir tout seul et d'avoir des coûts plus bas. Ben là, il y a deux manières que l'industrie peut réagir. C'est capituler, puis à toute fin continuer de péricliter, ou innover elle-même. Donc, se lancer dans de trouver une nouvelle manière de fournir le service, ou se lancer dans un nouveau sous-produit pour justement compenser pour ça puis conserver sa maximisation de profit. Ce que tu dis, Vincent, là, on le voit dans d'autres, parce que beaucoup de gens qui créent du contenu sur des plateformes plus traditionnelles diffusent ce contenu-là ailleurs. Tu sais, je regardais récemment, j'aime ça écouter les entrevues de musique que fait Howard Stern avec, je sais pas moi, avec Billy Corgan, des Smashing Pumpkins, ou peu importe. J'aime ça écouter ça. J'ai jamais été abonné à SiriusXM de ma vie. C'est là-dessus que c'est diffusé, mais il met ça sur YouTube. Tu peux retrouver sur, je sais pas quoi, Dailymotion ou peu importe. Puis là, c'est sur des chaînes qui sont publicisées. Puis au nombre de views qu'il fait, d'après moi, il y a quand même un certain revenu qui revient au bout de ça. Là. Quand tu peux avoir 1 million de views pour une entrevue de 15 minutes, d'après moi, il y a quand même, tu sais, puis il y a pas de, tu sais, dans le fond, lui, il sait que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à son contenu. Puis, parce que moi, ça m'intéresse, mais je ne suis pas assez fan pour dire je vais m'abonner à SiriusXM juste pour écouter ça. Par contre, si c'est sur autre chose que je peux y accéder, moyennant le désagrément de me taper 2 pubs, je vais le consommer. Mais tu sais, dans ma tête, je vois ça un peu de la même manière. Je me dis, tu sais, le contenu qu'il y a sur le câble peut être disponible ailleurs, puis je peux le payer d'une autre manière, ou je pourrais consommer le contenu qui existe quelque part ailleurs. Tu sais. Je trouve ça cool comment tu dis ça, parce que il y a aussi le fait que c'est pas juste les consommateurs qui se font compétition pour certains services, c'est des firmes qui se font des compétitions pour des services intermédiaires à toute fin pratique. Mais avant, là, quand tu es un producteur de contenu culturel, ce que tu as besoin, c'est un distributeur à toute fin pratique, donc un diffuseur dans ce cas-ci. Mais quand tu faisais une entente d'exclusivité, donc pourquoi est-ce qu'un animateur de radio fait une entente d'exclusivité avec telle radio? Bien, c'est parce que c'est la seule plateforme que, étant donné les coûts d'établir cette plateforme-là, les coûts de devoir acheter la radio, de devoir acheter le spectre, de devoir s'installer, de devoir avoir l'équipe, toute l'équipe de publicité, etc., etc. C'est quand même tout un investissement que tu as à faire. Donc, tu as intérêt à avoir certaines ententes d'exclusivité. Dans ce cas, c'est ça ce que tu es en train de dire, c'est que tu as des coûts tellement importants d'entrer dans le marché pour convaincre ces intermédiaires-là d'acheter ton service, que tu dois aussi, avec d'autres personnes que tu gères, avoir des ententes d'exclusivité. Mais élimine les barrières à l'entrée, là, que tu as de plus en plus de gens qui peuvent offrir des alternatives ou qui peuvent briser le service, ou même que tu peux rentrer facilement. Mais les ententes d'exclusivité vont disparaître, justement. Pourquoi tu avais autant d'ententes d'exclusivité dans le passé? C'est parce que tu avais des coûts fixes très élevés, puis tu essaies de t'éviter les problèmes associés justement avec ça en disant, ben écoute, comme j'ai des coûts fixes aussi élevés, je ne veux pas que ce gars-là, après que j'aille investi autant pour donner sa première heure, il quitte le 20 minutes après pour aller à une autre place. Je veux qu'il soit uniquement pour moi, qu'il n'ait pas son side show à lui, puis qu'il fasse son revenu à lui. Je veux qu'il fasse des revenus pour moi. Bien là, imagine que tu as toutes les autres qui peuvent rentrer. Le gars qui va commencer à dire, ben, je ne peux pas offrir, je ne peux pas demander une entente d'exclusivité à Yann. Il faut que je lui laisse une certaine flexibilité, mais probablement que je vais y offrir moins cher, mais Yann va avoir d'autres options ailleurs. Donc il va une belle courbe pour toi, là. C'est comme ça que je le verrais. Je vais m'amuser un peu sur cette question-là, tu vas voir. On a vu, tu dis les ententes d'exclusivité devraient quitter tranquillement. Bon, on a vu le trend qui a été pris chez Québécois il y a peut-être 2 ans, 3 ans, a été totalement l'inverse de leur côté. C'est qu'ils ont remis en vigueur des exclusivités. Il y avait des chroniqueurs un peu partout, Richard Martineau, Mario Dumont, le monsieur avec une grosse voix qui fume, il était au 98.5. Luc Lavoie. Luc Lavoie. Ouais, fait que... Frank, il l'a mieux que moi.
Fait que les gars, ils étaient un peu partout. Puis là, ils ont dit non, maintenant, t'es Québécois and Québécois only. Le seul qui continue de faire des fuck you un peu à ça, qui est Régent Tremblay, c'est Reg, là. Ben, Ça, c'est tu correct. dis ça, mais moi, je me souviens quand je travaillais pour le Journal de Montréal, il y avait beaucoup plus de chroniqueurs qui étaient avec le Journal de Montréal dans le passé que maintenant. Et Oui. ils ont licencié un paquet en 2016. Là. Puis j'étais dans les licenciés. Donc, tu me dis, ça augmente. Non, il y en a quelques-uns qui restent. Ça ne veut pas dire que ça disparaît, mais la direction est dans le sens qu'il y en a de moins en moins. Puis ça se voit où est-ce que je m'en allais avec par ça? Exemple, par exemple, Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté a... bon, écoute, il y a quand même son truc qui lui laisse faire en France. À CNews, mais il continue de faire. Je pense que c'est parce qu'il doit être pigiste, ça. Moi. À mon Non, avis, c'est parce qu'il n'est pas. Il est pas ouais, mais c'est plus parce que c'est en France. Je pense qu'il le laisse aller parce que c'est en France. Bon, mais un autre exemple. Mais le point où est-ce que je m'en allais, c'est que j'ai pas le feeling tant que ça que de garder tes chroniqueurs à l'interne, d'empêcher tes chroniqueurs d'aller à l'externe, surtout le volet radio qui est mal développé chez Québécois, d'empêcher ces gars-là d'aller à la radio. Je pense que ça accomplit pas nécessairement les objectifs de l'entreprise. Par contre, on sait une chose avec PKP, puis on sait aussi une chose avec d'autres propriétaires, des moguls là, de médias. La maximisation du profit n'est pas toujours l'objectif. Puis, non, mais ça, tu vas être d'accord avec ça, là. Non. Vincent, il y a des gars qui possèdent des médias que maximiser le profit, c'est le fun, mais c'est parfois un des objectifs. Il y a d'autres objectifs. Il y a des propriétaires de médias militants. Là. Je veux dire, ça, c'est un fait qui est indéniable, il me semble. Attends une minute. T'as une conception carrément irréaliste de c'est quoi le profit, là. Arrête, là. Saute-moi pas, là. Non, là, je te fais un pushback, là. Je trouve que j'ai ça, cette version des profits. Non, mais attends un peu. Wow. Je posais la question pour que tu t'en ailles là, justement. Je comprends que le profit, c'est pas juste monétaire, là. Calme-toi, là. Non, moi, je veux dire que c'est monétaire. C'est juste, ça veut pas dire que c'est au premier ordre. Ça veut dire que c'est tout à fait possible que je suis conscient qu'il faut que je gaspille un peu d'argent maintenant pour que j'aie une influence politique qui fait en sorte que le législateur n'ose pas m'attaquer dans le futur. C'est une maximisation de profit. C'est juste que j'ai une contrainte. J'ai un législateur qui est potentiellement hostile à ma présence. Ah, puis donc, j'ai prenons le cas de PKP. Prenons le cas de PKP le gars, il a suffisamment d'argent pour bien vivre pour le restant de ses jours. Tout le monde comprend ça. Mais il y a un idéal politique inachevé. Son pays, il l'a pas. Puis il aimerait ça l'avoir. Fait que dans la profitabilité de Québécois, ouais, c'est ça, mais exactement, mais dans la profitabilité de Québécois, je sais que tu vas dire ça, puis c'est là que je veux que tu ailles de toute façon. Okay. Mais on est obligé de dire que des fois, justement, la maximisation du profit ou la satisfaction du consommateur, c'est pas toujours l'objectif dans une entreprise qui est normalement qui est normalement l'objectif d'une entreprise classique, mais dans le média, on va chercher des objectifs des fois qui sont qui sont moins traditionnels, si on veut, qui sont moins orthodoxes. Puis justement, dans le cas de PKP, je pense que le pays ou le contrôle médiatique ou l'influence médiatique que lui donne son empire, je pense que ça fait partie de plusieurs décisions qui sont prises au fil du temps. Puis ça, c'est un feeling, je ne suis pas dans sa tête, puis je ne veux pas l'être. Mais là j'aurais bien des questions sur ça en réponse, parce que ce que tu dis, mais non plus, parce que est-ce qu'il est le seul actionnaire? Non. OK, donc il y a d'autres actionnaires. Oui. OK, donc les autres actionnaires, tu penses-tu qu'eux veulent maximiser le profit? Oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a un marché pour ces actions-là? Est-ce que c'est des gens qui ont essayé de revendre leurs actions? Parce que la minute que tu as un marché, you have a market for ownership, tu vas agir, même si tu as un actionnaire qui est très important, qui veut maximiser autre chose, tu peux avoir exactement un actionnaire qui refuse, qui doit renier ses propres préférences si deux facteurs, les autres, ne sont pas nécessairement exclusifs, mais si, mettons, les autres sont majoritaires, par définition, ils perdent,
Mais la Je vais deuxième te donner possibilité- le prix de l'action de TVA en 1er février 2000, 33 $. C'est un pic, là. On va dire 20 $ qui est plus normal, là. Il y a dû avoir une nouvelle cette journée-là. Puis là, on parle de 3 $ l'action à peu près. C'est un marché qui est en décroissance. La valeur market cap de TVA, c'est 130 millions. C'est pas si impressionnant que ça quand on y pense. OK. Fait que mon pushback avec ça, c'est que le premier, c'est est-ce que les autres actionnaires sont majoritaires? Mais aussi, l'autre possibilité, c'est que si le coût pour lui d'agir selon ses préférences est supérieur à la perte de profit qu'il a, à quel point il valorise l'effet qu'il a sur la politique ou d'avoir son rêve. Je suis pas mal sûr que ça ne sera pas si fort que ça. Fait que je ne suis pas prêt à renier qu'il doit avoir des considérations ou qu'il y a des objectifs, mais je suis quand même prêt à parier qu'il ne compte pas tant que ça dans les décisions de ce que Québécois fait en termes de stratégie, de bien qu'il serve. Probablement en termes de message un petit peu plus que PKP ne veut pas être un fédéraliste, ne veut pas une plateforme non nationaliste. Je peux imaginer que ça fit aussi, par contre, avec les clients qu'il a voulu, quand il s'est dit, ben ça, moi, je ne veux pas produire autre chose que ça, mais c'est qui la clientèle que je peux avoir sur cette base-là? Ben, je vais continuer sur cette clientèle-là. Donc, tu sais, non, je ne suis pas en train de dire que tu as tort, mais je ne pense pas que c'est super important parce qu'il y a même à 3 $ l'action, un cap de 130 millions, c'est quand même de l'argent que personne ne peut. C'est pas zéro. C'est pas zéro. C'est pas zéro. Je suis pas prêt à parier que Pierre-Carl Péladeau, si tu devais demander à Pierre-Carl Péladeau, demain matin, tu as le pays, mais jette à la porte la moitié de ta fortune. Le quart de ta fortune. Maintenant, je suis sûr que lui demande sans avoir à faire le choix, il va dire bien sûr. Mais si tu lui présentes vraiment le choix, là, pour une raison étrange, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il refuserait ça. Puis c'est ça la question, là, c'est que tu es le prix réel de tes préférences. Tu sais, quand je vous dis dans chaque fois, je dis. Quand t'as pas la vraie game. Non, mais vos préférences, on s'en fout. Je voudrais un plus grand bureau. Est-ce que je voudrais un plus grand bureau pour 10% de moins de salaire? Non. Est-ce que je voudrais un plus gros salaire? Je serais d'accord avec toi, Vincent, s'il n'était jamais allé en politique. Parce que clairement, il n'y avait rien à gagner pour sa business à aller comme chef du PQ. Là. Mais qu'est-ce que t'en sais? Es-tu dans ses affaires? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas du management interne de Québécois. Remarque que je n'ai pas dit que ça ne pouvait rien compter, mais les montants en jeu sont vraiment importants. Puis, il est quand même question de à quel point il pouvait avoir un autre... Parce qu'il ne se débarrassait pas de ses actions. Hein? Il a perdu le ownership. Non, il essayait de les garder. Là. Il essayait fort de les garder. Il perdait juste la position de gestionnaire. Ça existe d'autres gestionnaires? Je veux dire, au final, c'est quoi qu'il a sacrifié en allant en politique? Non, mais en général, les gens qui vont en politique et qui ont des grosses business, ils font pas de l'argent, ils en perdent. Peut-être. Mais, OK, 1 million, peut-être. Je serais prêt à dire qu'il serait prêt à payer le pays pour 1 million. La moitié de sa fortune? Not buying it. Il y a des limites, right? Pour un prix très bas, je vais demander plein de choses. Pour un prix de plus en plus élevé, je vais en demander de moins en moins. Puis ma prémisse, c'est que... Ils perdent quand même de l'élasticité ou ils perdent de la sensibilité à un moment donné à la fortune. Il y a des thresholds. Tu sais, je veux dire, valoir 200 millions ou valoir 1 milliard. Who cares? Sérieux. Entre les deux, c'est quoi ça change? Ben, 800 millions. Ouais, mais tu sais. Moi, la différence, c'est mon île aux Caraïbes que je veux avoir. Moi, je le veux, les 100 millions d'extra. Je m'excuse, mais non. Moi, j'arrête pas de dire mon rêve dans ma vie, c'est d'avoir une île dans les Caraïbes qui est à moi, puis que j'ai un manoir dessus, puis que tout ce que je fais, c'est boire de l'alcool toute la journée puis lire des livres. Baron Geloso. C'est exactement ce qu'il me faut pour ça. Si t'es prêt à me dire que ça compte pas, go okay. it, man. C'est-tu vraiment un rêve? Je veux dire, tu as déjà checké le prix pour vrai? Ah oui, OK, mais tu as déjà checké le prix pour vrai? Ah oui, si j'avais la fortune pour faire ça, puis que je pouvais juste... Je suis antisocial aussi à certains degrés. Là. J'aime pas les autres êtres humains, à part mes amis, ma conjointe, ma famille. Ouais, devoir dealer avec du monde qui m'appelle.
Gérozo, j'ai une question pour vous à propos de ça. Puis, je suis comme, si tu avais googlé, tu aurais trouvé la réponse. Ou dealer avec des courriels insultants d'un gars de l'UPA parce que j'ai dit que quand tu réduis l'offre, le prix augmente. Ben, je serais bien content d'avoir mon île dans les Caraïbes pour ne pas avoir avec dealer avec ça. Je veux dire, je suis très optimiste dans la race humaine en général de s'arranger et de gérer ses affaires. Ça veut pas dire que j'ai envie de gérer le reste du monde. En fait, quand je dis que ma prémisse dans la vie, c'est que je ne sais pas comment gérer. J'ai de la difficulté à gérer ma propre vie. Je n'ai pas la prétention et l'arrogance de vouloir gérer celle des autres, de penser que je ferais une meilleure job de gérer celle des autres. Mais ça vient aussi avec le fait que j'ai vraiment envie de ne pas savoir celle des autres des fois. Je ne suis pas intéressé. Avec mon île dans les Caraïbes, c'est ça l'idée. Ouais, on savait que Vincent était élitiste, hein, il l'a déjà dit, mais là, il veut s'acheter un île privé. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, il faut que tu checkes le prix avant. Moi, I'm not buying it tant et aussi longtemps qu'il n'a pas vraiment fait la démarche de savoir comment ça coûte. Je veux dire, il faut que tu sois capable de te fixer un objectif dans la vie. Ben, je l'ai appris le prix de l'île dans les Caraïbes à cause du documentaire sur Jeffrey Epstein. Okay. Malheureusement, c'est vraiment dur à regarder, là, ce gars-là. Sérieusement. Ouais, je te suggère pas d'acheter ce style-là, par exemple, pour l'image, c'est pas terrible. Non, écoute, ça dépend. Est-ce qu'il y a un rabais? Il l'appelle quand même la Pedophile Island, là, tu sais, c'est quand même pas super. J'avais oublié ça, mais la question, c'est, écoute, à la limite, c'est comme les gens qui veulent acheter des maisons hantées. Puis je suis sûr que si je vais sur Google Scholar, je vais trouver des articles scientifiques sur les gens qui croient vraiment qu'une maison est hantée. Puis c'est quoi le discount sur la maison? Puis il y a des législations, Vincent, par rapport à ça. Tu es obligé de déclarer s'il y a eu un suicide. Ben oui. Dans un acte de vente, tu es obligé de déclarer s'il y a eu un suicide dans la maison. Là. Mais tu ris, mais nous autres, moi, ma blonde, on regarde des maisons des fois, puis moi, ça me dérange pas si elle est moins cher parce que quelqu'un s'est fait tirer dedans, je vais la payer. Là, ça me dérange pas en doute. Mais c'est la même chose. Là, je pense pas que moi, je serais prêt à aller celle-là, étant donné ce qui s'est passé, pour 10% de rabais. Mais pour 50, je suis prêt à dire oui. L'idée, c'est ça. C'est pour ça que quand les gens disent « Oh, je ne ferais jamais ça », tu sais, quand je vous dis « Moi, ça n'a pas de prix. » Bullshit, tout le monde a un prix. La question, c'est rare qu'on peut t'offrir ce prix-là. Il n'y a pas de prix humainement concevable, mais à un moment donné, il y a des gens qui seraient prêts. Il y en a, des prix qui sont juste trop élevés et que ça n'arriverait jamais. Mais tu sais, je suis sûr qu'on pourrait faire des thought experiments où je te dirais, Yann, tu n'as plus tes enfants, tu ne vois plus jamais tes garçons, mais on leur donne chacun, puis tu ne les vois plus, mais on leur donne chacun 100 millions de dollars. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils vont leur carrière. C'est un choix de merde. Mais tu sais, il y a des gens qui se diraient, ils sont garantis d'avoir la vie parfaite qu'ils ont. Ça reste que c'est peut-être moi qui ai mal fait, Vincent, là, mais tu as un montant de richesse où est-ce que ça change plus rien pour vrai, là. Sérieusement, là. Peut-être, mais le point, c'est que c'est rendu, c'est que si tu dis ça, c'est juste que l'univers du possible est tellement limité dans ce cas-là relativement à ce que toi, ça vaut. Ça ne veut pas dire, ça n'enlève rien à la noblesse de la chose, mais il n'y a personne qui t'offrirait 1 milliard pour ne pas attacher tes sandales, pour pas mettre des bas dans des sandales. C'est une personne qui est atroce, là. Il n'y a personne qui offrirait ça. Puis si tu aimes vraiment ça, mettre des bas dans des sandales, il n'y a personne qui offrirait ça, mais l'idée que personne n'a un point où est-ce qu'il va dire c'est juste que ce point-là est très rare dans plusieurs cas qui est atteint parce qu'il y a d'autres dimensions du bien-être qui comptent, qui ne sont pas juste monétaires, puis que des fois, c'est juste dur de mettre un prix réel dessus, mais en réalité, il y a bien des choses que les gens sont prêts à mettre si tu leur offres assez d'argent, qui vont faire des choix différents. C'est pour ça que je dis tes préférences, ça compte pas. Tes préférences me disent absolument rien sur tes choix. Tout ce que je sais, c'est que ce qui compte pour tes choix, c'est les coûts, les sacrifices que tu fais pour quelque chose. Puis d'ailleurs, c'est beaucoup plus important de savoir ça. Si quelqu'un... Puis là, je sais qu'il y a des gens de gauche qui vont dire « Vincent, il pense comme un économiste. » Puis c'est vrai. Mais pense à quel point c'est beaucoup plus noble ce que j'ai dit. Ça tombe bien, il y en a un, ça. J'en suis un. Mais pense à quel point c'est noble ce que je viens de dire parce que si tu étais prête à souffrir, mettons, parce que ça marche de l'autre côté. Si tu es prête à souffrir $1 million de pertes pour pas que ton enfant il souffre juste un peu,
est-ce que ça te dit à quel point tu l'aimes, ton enfant? Tu es prêt à souffrir de toute ta souffrance, tu es prêt à t'appauvrir, tu es prêt à devenir, tu es prêt à te destituer à toute fin pratique pour un minimum de confort pour ton enfant. Parce que ça ne marche pas juste dans le sens que tu es prêt à être payé pour faire quelque chose que tu n'aimerais pas. C'est que tu es prêt à payer pour que quelqu'un que tu aimes ou quelque chose qui est important pour toi ne se passe pas ou se produise, peu importe c'est quoi. Ça marche des deux bords. Là. Les gens qui ne comprennent pas ça, ça montre, en fait, c'est souvent dans ce que les gens sont prêts à assumer comme sacrifice que tu vois probablement plus leur noblesse que ce qu'ils disent qu'ils pensent être noble. Parce que ça c'est clair. Là. Je peux descendre dans un département n'importe où, dans n'importe quelle université de philosophie de leur demander qui est moral. Je peux faire à la radio Cannes et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui est juste puis qu'est-ce qui est bon dans la société. Mais que si tu leur demandais de payer le prix de ce qui est juste, ils ne le feraient pas. Puis c'est pour ça qu'il y a un livre classique en philo qui est If you're a socialist, why are you so goddamn rich? Par définition, si tu es moindrement égalitarien, tu devrais sacrifier ton salaire au-delà de tes bases minimales. Pourquoi tu le fais pas? Les maisons à Bernie, c'est ce qui a jamais fité dans son discours. Ben c'est ça, mais ça, c'est le plus drôle. Si t'es si égalitaire que ça, je veux dire, Bernie Sanders est quand même probablement le politicien le plus extrême à gauche aux États-Unis, là, en tant que tel, soyons francs. Je pense que c'est la personne que je peux le plus honnêtement décrire comme un socialiste et que lui-même, bon, il évite l'étiquette politiquement, mais il l'a utilisé par le passé. Je pense que EO ici n'est pas très loin de ça. Là. Mais c'est ça. Fait, mais c'est pas juste une tireuse d'assiette, ça? mais lui-même, ce que tu es en train de dire, c'est que tu vois, quand tu lui demandes que tu es prêt à payer le prix de tes principes, non. Et que la réponse c'est non, mais dans ce cas-là, tu sais qu'est-ce qui est vraiment valorisé. Fait que quand je dis ça aux gens, n'importe qui a un prix, c'est pas dégradant du tout. En fait, c'est la bonne manière de concevoir les gens parce que ça te permet aussi de voir le miroir de ça, la symétrie de la chose. C'est que si tu es prêt à sacrifier beaucoup pour quelque chose, là, dans ce cas-là, on le voit que le principe est important parce que tu étais prêt à payer un prix. Le fait que les gens mentent, puis on en avait parlé de cette enquête-là que j'avais mentionné, que tu demandes aux gens de répondre factuellement à une question et que tu avais que les démocrates répondaient ce que les démocrates répondraient, des républicains répondraient ce que les républicains démontraient selon la filiation tribale dans laquelle ils font partie, mais tu leur offrais un petit 20$. Et là, ils disaient la bonne réponse. Donc, que les erreurs qu'ils faisaient factuelles, donc, ils nous mentaient sciemment. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ce qu'eux voulaient signaler, la tribu, était plus important que 20$. Mais que quand tu leur offres, excuse-moi, que rien, mais quand tu leur offres 20$, ah ben là, la tribu n'est pas si importante que ça. Je suis prêt à prendre le 20$. Écoute, ça devrait t'en dire énormément. Ça informe plus que l'alternative de dire c'est quoi tes principes, c'est quoi tes préférences, c'est quoi qui est moral pour toi. Bullshit. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les gens sont. Quand c'est le temps d'être moral, personne, ben, est-ce que tu es prêt à assumer le fardeau qui vient avec? Puis ça, c'est vraiment la personne morale. C'est celui qui est prêt à se sacrifier. C'est une mesure. C'est parce que l'affaire aussi, c'est que c'est une forme de signaling, en fait. Là. Moi, je suis tellement pur que je ne suis pas achetable à aucun montant. La réalité, c'est qu'il y en a un montant. Puis l'autre réalité, c'est que si tu mélanges un peu d'alcool à cette discussion-là, ça finit à donne-moi 500$, là, puis il va le faire pareil. Les convictions peuvent être quand même malléables là, selon le contexte. Je suggère qu'on passe à la partie... C'est ça. Partie bonus pour les Patreons. Moi, ça m'intéresse, moi, Vincent, les emails de menaces que tu recevais de l'UPA. Ça ressemblait à quoi, cet email-là?